Bonjour, bonsoir, je suis Cyril Ekwala. Je vous propose ici une série d'entretiens que j'aurai avec des leaders venus d'horizons divers. Une série d'entretiens baptisée tout simplement les grandes conversations. Et pour cette première, j'ai choisi une personnalité habituée aux premières, dont j'ai écourté le long CV pour n'en garder qu'une très très courte ligne, mais ô combien importante. Chef du Parti libéral du Québec, chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale du Québec. Vous l'aurez donc compris, ma première invitée est Madame Dominique Anglade. Avec Madame Anglade, nous avons abordé un certain nombre d'enjeux sociétaux, parmi lesquels la place de la diversité, la place des femmes dans l'espace public, l'enjeu de la santé mentale et bien d'autres sujets. Nous avons aussi abordé la COVID-19, l'une de ses conséquences, la préoccupation actuelle qu'ont les parents d'élèves quant à la gestion des écoles dans cette période de fête. Va-t-on fermer ou pas les écoles? Je vous propose ici de suivre cette conversation. Il faut le plus rapidement possible, un, décider de ce qui va être fait, mais deux, de voir dans quelle mesure on va être capable d'accompagner les personnes si on décide de fermer, mais quelles sont les conséquences, comment est-ce qu'on va travailler avec les parents pour trouver un soutien quelconque, parce que ça vient de mettre une pression supplémentaire mentale, physique, financière aussi, si tu ne sais pas comment tu vas t'en occuper, financière également à une période dans une période qui est difficile. Alors, je pense que ce que j'envoie comme message, c'est je l'entends, cette anxiété-là, je la ressens moi-même, cette anxiété-là, et il va falloir qu'on pose des questions pour savoir comment accompagner les parents. Maintenant, s'il y a des parents si on doit fermer, si jamais le gouvernement décide qu'on va dans cette avenue-là, ce que je ne souhaite pas, mais on va voir ce que le gouvernement décide, si on décide d'aller dans cette avenue-là, c'est qu'on soit capable d'identifier tous les enjeux pour essayer d'accompagner le plus possible les familles qui vont en avoir besoin pendant cette période-là, parce que ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Mais si on ne ferme pas l'option que peut-être vous êtes en train de préconiser, qu'est-ce qu'on fait face à cette idée de propagation de la maladie? Ben, je vous dirais que si on ne ferme pas, c'est une décision de la santé publique. La santé publique doit nous dire, quand on regarde aujourd'hui les éclosions d'où elles viennent, ce n'est pas nécessairement directement des écoles. Il faut prévenir par contre. Alors, moi, il y a un volet sur lequel j'aimerais beaucoup insister, c'est toute la question de la ventilation de nos écoles, parce que là aussi, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Mais voir comment on accompagne les endroits où il y a des éclosions particulières, notamment dans les milieux de travail. Il y a du travail à faire, notamment dans nos CHSLD. Donc, il y a des endroits qui ont été clairement identifiés. On voit qu'il y a des éclosions. On a besoin de mettre une attention particulière pour encadrer ces endroits-là. Puis quand je dis encadré, ça veut dire quoi? On a des tests rapides présentement qui sont disponibles. On pourrait les utiliser pour aller tester les personnes là où on voit qu'il y a des problèmes d'éclosion. On pourrait tout de suite aller les tester. On n'a pas décidé d'aller de l'avant présentement. On est encore en attente de savoir ce qu'on va faire avec ces tests. Donc, je pense que ce sont des gestes concrets que le gouvernement peut poser qui feraient en sorte que ça enlèverait un petit peu de pression à tout le monde dans la machine. Oui, la nouvelle je sais pas, sur la découverte de vaccins, euh, voilà, j'imagine qu'elle vous elle vous a satisfait, comme, elle vous a réjoui un peu comme tout le monde. C'est une bonne nouvelle dans la mesure, on espère, c'est une espèce de lumière au bout d'un tunnel qui est encore long. Alors, ça, je pense qu'il faut au moins profiter des nouvelles qui sont positives pour nous tous. Là. Ça, c'en est une où on se dit, bon, peut-être une lueur d'espoir, tant mieux. Je vous dirais, par contre, que la chose que je mentionnerais, c'est on va vivre encore avec cette maladie-là, ce virus-là pendant un bout de temps. Il ne sera pas parti demain matin, il ne sera pas parti dans 6 mois. On va avoir, même si tout le monde prend son vaccin, il va avoir encore le retour à la normalité. Ce n'est pas pour demain matin. Donc, comment est-ce qu'on va apprendre à vivre dans ce contexte? Comment est-ce qu'on va apprendre à, encore une fois, accompagner notre population? On a mis beaucoup d'emphase, nous, sur la question de la santé mentale et d'en faire une priorité nationale, de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à des soins de santé mentale. Vous savez comme moi comment c'est un sujet qui est tabou. Vous savez comment dans certaines communautés culturelles, à quel point c'est encore plus tabou. Et cet enjeu-là, il est primordial parce qu'une maman qui souffre de problèmes psychologiques ou de détresse psychologique, ça a une incidence énorme sur les enfants, ça a une incidence énorme sur
sur toute la cellule, sur les enfants eux-mêmes, leur propre état mental est important. Et ça, il ne faut absolument pas le sous-estimer. On a besoin de mettre tous nos efforts pour passer à travers cette crise-là, dont on ne connaît pas les conséquences réelles par la suite. On ne sait pas les conséquences de long terme, on ne les connaît pas encore. Donc, il y a même un travail de recherche important qui doit continuer de se faire. Je dirais que la santé mentale, je dirais que devrait vraiment être amené au rang de priorité nationale. Au rang de priorité nationale, le 100 millions qui a été proposé ou donné, annoncé il y a quelques jours, pour vous, c'est un pas vers... Ben, c'est un pas, mais la question est la suivante. Si vous voulez donner accès à tout le monde en matière de santé psychologique, psychothérapie, etc., si vous voulez donner un accès comme, par exemple, on a un accès, si vous brisez une jambe, si vous cassez quelque chose, vous avez un accès pour votre santé physique. Si on va avoir le même accès, c'est minimum par année. Minimum par année, 300 millions, 350 millions de dollars par année. Donc, là, on parle de 100 millions sur 2 ans. On ne parle pas du même niveau d'engagement que ce que l'on proposerait. Moi, j'investirais massivement dans ce domaine-là aujourd'hui, maintenant, puis j'attendrai certainement pas 1 an pour le faire. Le volet santé mentale, Madame Anglade, je vais l'aborder un peu plus tard dans notre conversation sur d'autres aspects. Je vais aller, on va sortir de la COVID-19 et on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur, qui j'imagine vous tient aussi à cœur, c'est la diversité. C'est le terme, la place de la diversité au Québec. À l'heure où on se parle, on était supposé attendre un rapport sorti par le comité des 7, mais pour le moment, on ne l'a toujours pas. Sur la place de la diversité, Madame Anglade, il y a, je vais mettre un peu de moi dans notre conversation. Je pense en 2008-2006, j'ai reçu Madame Yolande James à l'époque, qui était à la tête d'un groupe de travail sur la pleine participation des communautés. Et là, c'est sur les communautés noires au Québec. Avec, je vais essayer de vous dire ça rapidement, promouvoir l'entrepreneuriat, faciliter, mobiliser les entreprises autour de l'enjeu de la diversité culturelle, son importance pour le Québec. Voilà, je vous dis 2006. Nous sommes en 2020. On attend un autre rapport. Les problèmes n'ont pas changé. J'ai cette chance de vous parler et j'ai envie de dire, est-ce que l'immigration, l'intégration, la diversité, est-ce que c'est et vraiment accordez-moi cette familiarité, est-ce que c'est un yo-yo entre les politiques, une balle avec laquelle on joue? Je dirais pas que c'est une balle avec laquelle on joue. Je dirais que c'est un enjeu qu'on sous-estime beaucoup. Il y a eu des choses qui ont été bien amenées. Par exemple, il y a des initiatives. Je pense à justement récemment, parce qu'on était au gouvernement avec Entreprendre ici, qui permet d'accompagner les entrepreneurs issus de la diversité. Il y a eu des initiatives qui ont fait en sorte que les gens qui viennent s'installer chez nous puissent le faire plus rapidement. On n'a qu'à penser au programme d'expérience québécoise qui permet des étudiants de venir, mais aussi à des travailleurs de venir et de pouvoir s'installer de manière permanente, de manière plus rapide, donc s'intégrer plus facilement. Il y a eu des initiatives qui ont été heureuses, mais force est de constater qu'on a encore pas mal de chemin à accomplir dans la fonction publique, dans les relations entre la police et la population, les communautés culturelles. En matière d'éducation, on a pu voir un exemple tout récent avec certains professeurs. Il y a quand même un travail de fond qui reste à faire, mais pour pouvoir faire le travail de fond, encore faut-il reconnaître qu'il y a un enjeu, et cet enjeu-là, il transcende le logement, ça c'est une autre situation, donc il transcende tous les secteurs d'activité, puis je pense qu'il faut le regarder dans son intégralité. J'ai hâte de voir ce que le comité va déposer. C'est un comité qui n'est pas transpartisan, c'est un comité qui est composé essentiellement de 7 personnes de la CAQ, qui ont une vue bien particulière sur la notion de racisme systémique, qui refusent absolument de le reconnaître, bien que je les ai déjà entendu dire, et Mme Giroux et M. Carmard, que la discrimination systémique, ça existait, mais ils ne sont pas capables de franchir le pas pour des raisons purement politiques, hein, on s'entend.
Mais ça, j'ai hâte de voir comment concrètement ça va aboutir à quelque chose parce que déjà, le processus est vicié à la base. C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes partis politiques qui réfléchissent à la question, alors que c'est beaucoup plus qu'un parti politique. C'est un enjeu de société. C'est toute la question de l'interculturalisme, comment nous accueillons nos immigrants au Québec, comment on les intègre, comment le rapport de l'un à l'autre. Tout ça, c'est beaucoup plus large que simplement une formation politique, bien au-delà de ce qu'est une formation politique. Et la réaction immédiate après votre propos, Mme Anglade, il est de dire, j'ai commencé en vous parlant de Yolande James, je vous dis, juste avant la CAQ, on parle de racisme systémique, vous prononcez le terme, mais le parti dont vous êtes chef aujourd'hui a refusé, par exemple, la mise en place d'une commission sur le racisme systémique. Est-ce que ça n'allait pas être là le début d'une discussion que tout le monde a l'air d'éviter? Vous avez très certainement raison. Puis je pense qu'à ce moment-là, on s'est rendu compte au gouvernement qu'il n'y avait pas d'espace, justement parce que les partis d'opposition étaient farouchement opposés. Parce que pour avoir cette conversation-là, il faut qu'on l'ait de manière sereine. Il faut qu'on soit capable de la voir puis de ne pas penser que, oh, de dire la société québécoise, les racistes, c'est pour ça que. C'est pas d'accuser une personne puis d'accuser un autre. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de reconnaître qu'il y a des personnes aujourd'hui dans la société qui ne sont pas capables d'atteindre leur plein potentiel à cause de la couleur de leur peau ou à cause de l'endroit d'où elles viennent ou du milieu dans lequel elles sont, du milieu duquel ils sont issus. C'est ça la réalité. Puis la réalité, elle se démontre avec des faits. Elle se démontre avec des faits dans tous les domaines de la société. Est-ce qu'on est capable, comme société, de s'asseoir puis d'avoir cette conversation-là sereinement puis de se dire, voici des mesures que l'on pourrait mettre en place qui feraient en sorte que ça changerait les choses. J'inclus là-dedans toute la question des communautés autochtones qu'on a pu voir avec Joyce Echaquan et tout ce qui s'est passé dans le domaine de la santé avec Joyce. Alors, je pense qu'il faut... Et on n'avait pas ce climat-là. On n'avait pas du tout ce climat-là. Au moment de mettre ça en place, c'était une réaction épidermique. Les gens disaient, ben non, la société québécoise n'est pas raciste, etc. Alors que c'est pas ça l'enjeu. C'est pas de dire, c'est pas de pointer du doigt qui a tort, qui a raison, etc. C'est collectivement de reconnaître qu'on a un enjeu et de travailler ensemble à trouver des solutions qui vont faire en sorte que, comme société, on sera meilleur, on sera plus inclusive, les gens vont pouvoir performer au niveau de leurs compétences. C'est ça qu'on veut au bout du compte. Et vous comprenez entièrement que je sois peut-être un peu insistant là-dessus, c'est parce que vous le dites, il faut qu'on soit dans un certain climat pour en discuter. Malheureusement, là, on va attendre et puis on va se retrouver à quelques mois des élections. Ça va devenir un enjeu polarisant, puis on va passer à... Ben, j'espère que ça ne le deviendra pas, justement. J'espère que ça ne le deviendra pas. Puis moi, j'essaie au meilleur de mes capacités, vous savez, de contribuer à ce qu'il y ait un débat sain autour de ça, d'expliquer les choses, de faire de la pédagogie ensemble, de se dire, ben, voilà pourquoi je pense ça, voilà pourquoi je pense qu'on doit avoir un débat serein. Voilà pourquoi on a besoin de transparence et de transpartisanerie, c'est-à-dire qu'on mette carte sur table et qu'on le fasse avec l'ensemble des partis politiques. C'est difficile d'arriver à un climat serein si on n'est pas capable d'avoir tout le monde autour de la table. Et je comprends votre insistance. Moi aussi, j'aimerais ça. Moi, j'aimerais vous dire là, que le comité qui va déposer son rapport, ça va être très bon, ça va être dans la bonne direction et que tout le monde va être satisfait et que tout le monde va être vraiment content de savoir qu'on a des mesures, Enfin, c'est évident que j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que les gens qui ont été consultés, on ne sait même pas c'est qui. Le rapport, il n'y a pas de documentation qui a été présentée. C'est juste une formation politique qui refuse de reconnaître le racisme systémique qui la pilote. Alors, c'est sûr que ça soulève tout un tas de questionnements. Mais on attendra le rapport. Notre rôle, mon rôle, c'est de m'assurer d'amener des propositions qui nous permettent d'avoir ces échanges, des échanges constructifs pour qu'on finisse par aboutir à quelque chose de plus concret. Je voudrais vous entendre sur deux concepts ou notions, finalement, je ne sais pas trop comment les appeler, ou deux modes de vie. C'est l'interculturalisme et le multiculturalisme. Bien sûr. Je vais vous demander et vous poser une question sur l'intégration, le racisme systémique. On vous traite de multiculturaliste parce qu'il faut être interculturel. Qu'est-ce que vous nous dites là-dessus?
Ben moi, le Québec, de manière générale, le Québec, c'est une société interculturelle. Ce n'était pas une société multiculturelle. Alors, la différence, c'est quoi? C'est que dans le multiculturalisme, on parle de personnes qui viennent de l'extérieur, qui gardent leur culture, et puis il y a une mosaïque de cultures qui se côtoient à l'intérieur du multiculturalisme, et ceci forme la nation canadienne. Dans l'interculturalisme, il y a la notion de reconnaître la diversité. Donc, mes parents étaient d'origine haïtienne, ils viennent s'établir au Québec, ils sont d'origine haïtienne, il y a une culture haïtienne qu'ils amènent avec eux. Mais en même temps qu'on reconnaît cette diversité qui est importante, on reconnaît qu'on bâtit ensemble une culture commune. Cette culture commune qui est basée autour, mais pas exclusivement, mais autour de la langue française et à laquelle tout le monde contribue. Donc, cet interculturalisme-là te permet de bâtir un tronc commun, finalement, à tous. Et je pense que c'est très important de le faire et de le définir, parce que le multiculturalisme a été défini dans une loi en 1988, si ma mémoire ne me trompe pas. Il devrait y avoir une loi sur l'interculturalisme qui explique comment est-ce qu'on veut vivre les choses au Québec, comment on les vit d'ailleurs depuis plusieurs années, mais comment on les vit de manière même plus officielle, parce que ça aurait été exprimé et écrit et présenté dans le cadre d'une loi. Tout à fait. Je vous ai dit que je voulais vous parler de santé mentale un peu plus tard. C'est un peu le moment, parce qu'on a évoqué, oui, le racisme systémique. On parle beaucoup de violence policière. Je vous parlais de santé mentale parce que Madame Anglade, on a parfois l'impression que le traitement de certaines personnes atteintes de santé mentale, je dis bien impression, est différencié selon qu'on est, comme on dit familièrement, ou alors qu'on est issu, ou qu'on est noir, ou qu'on est issu d'une autre région. Je pense ici à Coriolan. Je pense comment le nom soudainement en train de m'échapper, qui a été atteint. Joyce? Oui. Joyce Echaquan? Le cas de Joyce Echaquan, il y a le monsieur aussi qui a été tué dernièrement à Côte-des-Neiges, pendant qu'il y a quelqu'un qui est sorti avec un sabre japonais, a commis un drame, et tout de suite. Voilà, je vous dis ça comme ça parce que c'est des situations qui font naître des ressentiments dans certaines composantes de la population québécoise. Qu'est-ce que la chef que vous êtes dit comme discours, tient comme propos qui fasse comprendre que voilà, il faut trouver solution à ce problème-là? Bien, ça revient un peu, vous parlez de santé mentale, mais ça revient un peu à la question la question du racisme systémique. Hein? Parce que si on prend l'exemple, juste pour prendre celui-là, l'exemple de Joyce, ce qui est absolument épouvantable dans le décès, le départ de Joyce Echaquan, mais également dans la manière dont ça s'est fait, de reconnaître l'existence de ce problème, puis d'y remédier, mais à la source, en faisant quoi? Michel Audet disait éducation, éducation, éducation. Je pense que tu reviens à la source, comment on encadre, comment on éduque, comment on sensibilise la population par rapport à ça. Donc, ce que l'on retrouve comme problème dans la société de manière large, quand on parle d'enjeux de racisme systémique, bien, il existe en santé aussi. Et je présume bien que dans la santé mentale, c'est un peu la même chose. Mais donc, je pense que l'un est lié, vous liez un peu les deux en présentant le problème de cette manière-là, ce qui est correct. Je pense que l'enjeu de santé mentale est un enjeu qui touche absolument tout le monde. Et ça, je pense qu'il faut le prendre sur un volet propre qui est celui de la santé mentale, puis de se dire, ça, là, il va falloir que collectivement, on se dise, on va devoir l'attaquer de front, puis essayer de vraiment trouver des solutions concrètes, comme le rendre un accès universel à tout cela. Je ne sais pas si je réponds directement à votre question, parce que je pense que vous faisiez un lien entre santé mentale puis les questions précédentes, mais à vous de me dire. Tout à fait. C'est vrai que je faisais ce lien-là parce qu'on se pose à chaque fois des questions. Quand ça nous ramène, oui, au phénomène de violence ou de brutalité, voilà, de
brutalité policière. Mais ça a été montré hein, que si tu es d'origine autochtone, je pense que le chiffre, c'est 10 fois plus de chances de te faire arrêter, 4 fois plus de chances si tu fais partie d'une communauté noire. Donc, je veux dire, ça a été vu et revu, les chiffres, les chiffres existent. Donc, encore une fois, on revient à la question initiale. Reconnaissons le problème. Après ça, trouvons des solutions qui vont devoir être dans différents domaines que sont la sécurité publique, que sont le logement, que sont l'emploi. Parce que on est dans une période COVID aujourd'hui. Il va y avoir une période post-COVID. Quel genre de société dans laquelle on veut être? Quel genre de société dans laquelle on veut évoluer? Il y a des groupes de notre société qui ont été particulièrement frappés par la COVID, nos jeunes, nos femmes, les communautés culturelles. Je veux dire, il y a tout un bassin de la population qui est particulièrement frappé par ça. Si on veut relancer tout ça, mais on va le relancer. Il y a des régions qui ont été particulièrement frappées par la COVID. Il y a des secteurs d'activité comme le tourisme qui ont été particulièrement touchés. Donc, il y a toutes sortes de manières, de toutes sortes d'angles pour le regarder. Mais quand on va penser à la relance, il faut que cette relance-là se fasse sur une base inclusive. Inclusive. Ça veut dire toutes les personnes, ça veut dire toutes les régions. Et ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre d'en échapper. Je pense que cette notion de relance inclusive va être extrêmement importante. Vous y croyez, Mme Anglade? Bien sûr que j'y crois. Bien sûr que j'y crois, sinon je ne ferais pas de politique. Je veux dire, je crois que la politique est un moyen d'influencer la société. La raison pour laquelle je fais de la politique, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film, pas le film, pardon, la vidéo qui s'appelle The $100 Race. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vais m'assurer que ma collègue vous me fasse parvenir, mais c'est une vidéo où justement on dit vous allez faire une course, tout le monde part, celui qui gagne va gagner 100 $, mais avant de partir, on pose des questions aux jeunes et on leur dit avancez de 2 pas si vos parents vivent encore ensemble, avancez de 2 pas si vous n'avez jamais manqué d'argent pour souper le soir, avancez de 2 pas si bon. En fait, en gros, ce que ça dit, c'est qu'on ne parle pas à part de manière égale dans la vie. Il y en a qui sont favorisés, il y en a qui le sont beaucoup moins. Il faut le reconnaître. Puis, le but de la politique, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'on ait une société qui soit plus équitable. Peu importe tes origines, peu importe la région d'où tu viens, peu importe la couleur de ta peau, peu importe si tu es un homme, si tu es une femme, que tu sois capable d'atteindre ton plein potentiel. Moi, c'est ça qui m'anime en politique. C'est pour ça que je fais de la politique. Alors, quand vous me demandez est-ce que j'y crois à une relance qui peut être inclusive, qui peut être durable, qui peut être moderne, j'y crois. Non seulement j'y crois, je veux y contribuer. J'entends et je vois beaucoup de passion, de détermination. Juste dans ce dernier propos, ça fait quelques mois que vous êtes à la tête du Parti libéral, ce qui était une première en soi, première femme à la tête du Parti libéral, première femme noire à la tête d'un parti comme celui-là. Au bout de quelques mois, les gens vous regardent. 2 petites filles qui sont là à regarder notre entretien et à qui je dis, voyez, Dominique Anglade, vous voyez comment elle est en train d'avancer. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites quoi pour qu'elles aient tout leur... Qu'est-ce que vous leur dites? Foncez. Allez au bout de vos rêves. C'est de trouver ce qui t'anime dans la vie, c'est de trouver ce qui te passionne, ce qui te motive. Ça peut être de la danse, ça peut être des mathématiques, ça peut être du chant, ça peut être une volonté d'être impliqué puis de faire des activités sportives, ou peu importe ce que c'est. Trouvez cette passion-là quelque part, puis faites-la vivre, faites-la exister. Je pense que c'est ça que je leur dirais. C'est ça que je leur dirais. Je crois que chaque personne a quelque chose quelque part d'enfoui qui les allume, une petite flamme olympique maison, comme dirait mon père, qui brûle à l'intérieur. Et il faut qu'elle puisse émerger quelque part, cette petite flamme-là. Il faut qu'elle puisse prendre toute sa place. C'est ça que j'aurais envie de leur dire. Le 4 novembre, vous avez tweeté après l'élection
Joe Biden et Kamala Harris. Et en parlant de Kamala Harris, vous avez dit qu'elle avait, j'ai retenu le mot, fracassé les plafonds de verre. Généralement, on dit casser les plafonds de verre. Vous avez dit fracasser. C'est-à-dire? Ben, fracassé parce que c'est plus que brisé. Là, il est fracassé parce que c'est une femme. Première fois qu'on a une femme vice-présidente aux États-Unis. C'est une femme noire. Il est fracassé, le plafond. Il est fracassé. Je pense que c'est un peu un clin d'œil aussi à toutes les premières qu'elle vient de franchir, Madame Kamala Harris. C'est quelque chose d'inspirant. Bien sûr, absolument. C'est inspirant parce que tu te dis, ben voilà, quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose que d'autres n'ont pas réussi à faire avant. Alors, tu te dis, bon, ben, c'est encourageant pour les autres. Et elle a eu la générosité aussi de dire que c'était aussi pour d'autres personnes qui allaient suivre, qui allaient marcher dans ses traces. Puis je pense aussi qu'il faut garder en tête que dans la vie, il n'y a pas de... Et on le voit beaucoup sur certains enjeux, mais on pense parfois qu'il y a des avancées qui sont des acquis. Ce n'est pas parce que ça s'est fait une fois que ça va se refaire rapidement. Il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis. Bon, je vais vous donner un exemple concret. Le vote des femmes au Canada, je pense qu'on est capable de se dire, je pense pas mal acquis que les femmes vont continuer à voter. Mais même l'avortement, la question de l'avortement, qui est une question qui est difficile, c'est une question qui a été remise dans les débats, qui est revenue à l'avant-scène, qui est encore à l'avant-scène, même ici au Canada. Il y a des choses qui arrivent, qui se produisent, mais ça ne veut pas dire que ce sont nécessairement des acquis. Il y a eu, à un moment donné, il y avait 6 femmes au Canada qui étaient premières ministres de leur juridiction. Aujourd'hui, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Alors, il y a des avancées, mais avant que ça devienne des acquis, il y a quand même passablement de travail à accomplir. Vous êtes une femme, je l'ai dit, à la tête du Parti libéral. Vous êtes une femme noire. Il y a des regards sur... Je m'excuse, vous coupez un peu. Pardon? OK. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez reprendre? Ça a coupé un petit peu, je m'excuse, je n'ai pas suivi. Non, je disais, vous êtes une femme noire à la tête du Parti libéral aujourd'hui. Beaucoup de gens vous regardent. Cette responsabilité-là, parce que ça l'est une responsabilité, est-ce que vous la ressentez? Je pense notamment à toutes les jeunes femmes qui vous regardent au Québec. Vous ressentez ce poids-là? Est-ce que c'est un poids? Bien, c'est sûr qu'on ressent une certaine responsabilité, c'est évident. Et je la prends, cette responsabilité. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça marche bien? Oui, je vous entends. Oui, OK, parce que moi, j'ai plus de difficultés dans je prends cette responsabilité-là avec beaucoup d'humilité aussi. Je me dis, bon, ben, je vais donner le meilleur de moi-même. Chaque fois que je vais me lever le matin, je vais dire que je vais donner le meilleur de moi-même dans ce que je dois livrer comme marchandise, dans les propositions que je vais amener. Je vais être le plus possible à l'écoute des gens pour bien traduire les réalités, les enjeux, de l'innovation dans nos manières de faire, être inclusive. Alors, je mets beaucoup de responsabilité aussi sur les épaules, mais je le fais avec beaucoup, comme je disais, avec beaucoup d'humilité aussi. Sachant que ce que l'on veut, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui sentent qu'elles soient capables de faire ce qu'elles sont capables de faire. Je voudrais retenir, Madame Anglade, je voudrais retenir de notre entretien le mot société inclusive. Parce que nous sommes en pleine période de pandémie et vous avez dit, OK, en sortant de là, je souhaiterais qu'on ait une société beaucoup plus inclusive. Et moi, c'est mon souhait pour vous, et que cette société-là, évidemment, soit beaucoup plus inclusive et que ces quelques enjeux qu'on a abordés rapidement, qu'ils deviennent effectivement une priorité nationale, peut-être je vais le dire comme ça, mais qu'ils deviennent vraiment une priorité parce que je veux terminer avec ça, parce que c'est l'actualité. Dimanche dernier, je ne sais pas si vous avez regardé cette émission « Tout le monde en parle », où on a eu Adil, le comédien Adil, qui est venu, qui a fait un plaidoyer quelques semaines après un autre plaidoyer aussi plutôt de 4 autres personnes noires.
On souhaite une société juste, on souhaite une société où, encore une fois, chaque personne peut atteindre son plein potentiel. C'est ça l'objectif. Alors, tous les mécanismes que l'on peut mettre en place qui vont favoriser ça, moi, je pense que c'est une bonne chose. Puis, je pense que les gens ont beaucoup d'idées aussi quant aux manières de faire. Dans toutes les régions du Québec, on peut trouver toutes sortes de manières de faire pour justement arriver à ce que chaque personne se sente réellement incluse. Je voulais terminer sur cette note positive là, vous dire merci, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, merci à vous de m'avoir reçu, c'était fort apprécié. Et j'espère qu'on aura une autre occasion de se parler. Parfait. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à Madame Dominique Anglade d'avoir accepté de briser la glace pour cette première édition des Grandes Conversations. Likez, commentez, partagez. J'espère vous retrouver lors de la prochaine conversation. Merci. Je suis Cyril Ekwala.